Monsieur Philippot, vous êtes à plusieurs reprises insurgé contre une manière d'analyser le concept d'authenticité en le scindant en plusieurs dimensions. Exactement. On a parlé de l'authenticité de la forme, de la technique, de la fonction, l'authenticité esthétique, l'authenticité historique, etc. C'est d'ailleurs en ces termes que s'expriment les lignes de conduite opérationnelles pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que toute une série d'auteurs qui sont venus sur le concept, qui ont réfléchi sur le concept d'authenticité. On a cru en faisant ça qu'on clarifiait la situation. À mon avis, on la rend beaucoup plus confuse. Parce que l'authenticité est quelque chose qui regarde une totalité. Et pour ne pas divaguer trop longtemps, je voudrais vous citer tout de suite un texte que j'ai récemment écrit à ce sujet. Ce sera le plus facile, je crois. Si vous m'excusez d'une fois lire, c'est un peu ennuyeux pour l'auditeur, mais enfin c'est plus facile quand même. Attendez. La seule tentative d'approfondissement, je parle de ce que j'ai trouvé dans les contributions au colloque d'Ilikomos à Nara, qui est essentiellement centré sur la notion d'authenticité. La seule tentative d'approfondissement du concept qui émerge des contributions à la conférence de Nara est la distinction entre diverses formes d'authenticité. De la forme, de la matière, de la technique, de la fonction, esthétique, historique, etc. Mais que serait une authenticité de la forme séparée de la matière et de la technique, dès lors que la forme ne se réalise qu'incarnée dans la matière, travaillée par une technique, laquelle est guidée par une intuition artistique, et que l'acte de création artistique est historique, puisqu'il fait histoire et s'inscrit dans l'histoire. En d'autres termes, l'authenticité n'est pas divisible et ne l'est en apparence que si on la confond avec le caractère original ou originel de la matière, de la technique, de la fonction. Prise comme catégorie générique, la matière, la technique originale peuvent être reproduites. Pierre, bois, fresques, détrempes, etc. Mais leur mise en œuvre par le créateur qui constitue l'authenticité ne l'est évidemment pas. Celle-ci, en d'autres termes, réside dans l'acte, et s'il s'agit d'une œuvre d'art, dans l'acte de création, qui est à la fois incarné dans la matière et inscrit dans l'histoire. Histoire dont il est un moment que la conscience critique reconnaît dans le présent et par rapport auquel elle se pose à distance. Donc je retombe sur la définition que Brandi donne de la restauration, en fait. Toujours la bipolarité, et c'est historique, effectivement. Et je crois que toutes ces tentatives confondent, partent d'une confusion entre authenticité et original, ce qui est original. On prend ce qui est authentique pour ce qui est original, ou ce qui est original pour ce qui est authentique. C'est pas la même chose. Tout à fait. Et ça, évidemment... Et à ce prix-là, on peut diviser, évidemment. Oui. Et cela parce que, effectivement, vous considérez que le concept d'authenticité, excusez-moi, comme nous l'entendons, est intimement lié à la pensée occidentale sur la conservation. On peut parler d'authenticité que dans un contexte historique, et donc ça situe l'œuvre par rapport à une conscience, une certaine distance historique, qui la fixe évidemment dans un moment. Exact. Donc le respect de l'authenticité dans le processus de transmission d'un héritage culturel, tel qu'envisagé dans notre culture occidentale, n'est pas dans un sens un universel culturel. Notre processus repose sur le respect de l'authenticité, et ce serait une spécificité, je dirais, fondamentale à toute la pensée du patrimoine. Je ne sais pas s'il existe des universels culturels, d'ailleurs, je ne sais pas.
il se peut qu'une culture s'étende mondialement au point de sembler universelle. Par contre, toute pensée, je crois, tend toujours à l'universel, dans n'importe quelle culture. Elle tend à englober le monde, à rendre compte du monde. Et en ce sens, la dimension d'universalité est très importante. Mais c'est une aspiration de toute culture, je crois. Parce que je me rappelle les discussions préalables à la Convention du patrimoine mondial à l'UNESCO. On parlait de biens de valeur universelle, il y avait les différents niveaux. Et quelqu'un, très naïvement, faussement naïvement, a levé la main pour demander, mais monsieur, universel pour qui? Poser la question, c'est de donner la réponse, évidemment. Qui va décider que même le Parthénon est une valeur universelle? Pour qui? Pour tous ceux pour qui la culture gréco-latine est fondamentale. Mais en dehors de ce cercle, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Donc, on peut dire que la manière de transmettre l'héritage d'une culture peut donc s'opérer, je dirais sincèrement, sans néanmoins reposer sur le respect de ce qu'on nomme en Occident l'authenticité. Ah bien sûr, l'authenticité est une notion liée à la culture occidentale, et même à une certaine période de la culture occidentale. Elle est née, on ne peut pas parler d'authenticité au Moyen-Âge, strictement parlant. Les gens du Moyen-Âge n'avaient pas une notion de l'authenticité, puisqu'on commence une cathédrale avec des plans faits par un maître d'œuvre qui n'est qu'un primus inter pares finalement, qui commence, le chantier évolue, à mesure que ça évolue, les formes changent, les projets s'adaptent, et on fait une cathédrale qui commence en gothique primaire et qui se termine en gothique tardif. Est-ce que c'est un respect de l'authenticité du projet? Ça ne veut rien dire, c'est une question qui n'est pas adéquate, évidemment. L'authenticité implique une approche critique qui est venue beaucoup plus tard, effectivement. Et elle ne peut venir qu'après la Renaissance, exact. De sens strict. Encore que même les humanistes, pour les humanistes, l'Antiquité avait un caractère très global. Et il y avait la manière antique, qui était le gothique d'ailleurs, et la manière moderne qui était à la manière antique, en fait, pour nous. Et donc il y avait deux types de sources. Cette manière antique devenant universelle, comme idéal, mais comme idéal, c'est-à-dire vu à travers l'esprit de la Renaissance, qui voyait une source historique d'une part, et d'autre part, une beauté idéale, un équilibre idéal. Et ça, c'est une façon de voir à un moment donné, qui se cristallise à ce moment-là, qui ne dure qu'une génération de la Renaissance, finalement. C'est peut-être bon pour Raphaël, ce n'est plus vrai pour les maniéristes. C'est clair. Donc, lorsque l'UNESCO, à travers son projet de patrimoine mondial, fait reposer la sélection de ce patrimoine sur le concept d'authenticité, quelque part, c'est une erreur. Et il s'agirait de trouver d'autres concepts en fonction de chaque culture, de la diversité des cultures. Je ne sais pas ce qu'il faut faire dans un projet pareil. Je ne critique pas l'idée de sauvegarder le patrimoine mondial par tous les moyens possibles, évidemment, mais on se trouve devant l'obligation pratique de désigner et de hiérarchiser, parce qu'il faut des priorités, forcément. Et ces choses-là seront toujours éminemment subjectives, je crois. D'ailleurs, finalement, dans le même texte, j'ai laissons passer la barbarie. Enfin. Dans ce choc entre, disons, la découverte de Nara et la conception occidentale de l'authenticité. Or, que s'est-il passé? Qu'on nous montre notamment la lecture des contributions à la conférence de Nara de 1994, ce choc a été vécu.
non comme un problème pour la pensée critique occidentale et une exigence d'approfondissement de celle-ci, mais sur base de la conception mondialisée du management, sur le modèle des procédures des organisations internationales du type de l'UNESCO, où a priori toutes les cultures ont le même droit au respect. En d'autres termes, le problème critique s'est mué en problème politique. Et la solution ne pouvait être que démocratique, c'est-à-dire débouchant nécessairement sur la coexistence de différentes conceptions comme expression de différentes cultures. C'est donc la coexistence communautaire qui, sans dialectique, refusait à la pensée la vocation à l'universalité qui constitue sa fibre vitale, avec ce résultat bien analysé par Alain Finkielkraut, la défaite de la pensée. Quand elle perd sa tendance à l'universalité, c'est dans le concept français, l'idée de Finkielkraut, mais enfin, je crois qu'elle s'applique plus loin aussi. Si chaque communauté a... Si on doit d'office accepter, il n'y a plus de tendance à l'universalité. Si on capitule sur ce plan-là, cessons de penser, acceptons l'une à côté de l'autre toutes les pensées, commençons à faire l'inventaire. Moi, je crois que c'était un défi à l'Occident, cette histoire d'Isée. Comment est-ce que nous pouvons, avec notre concept d'authenticité, penser cela? Et c'est l'authenticité à l'intérieur d'une société mythique. Tant que le mythe vit, tout ce qui se fait dans le mythe et sous le signe du mythe est authentique. Il s'agit évidemment de pouvoir nous doter de toute une série d'outils méthodologiques pour comprendre d'autres phénomènes, mais pas d'imposer évidemment cette approche occidentale. C'est un problème politique, c'est ça. C'est pas un problème de théorie de la restauration, ça. C'est un problème politique. Il faut l'affronter, je ne suis pas là pour ça. Seulement, il y a une certaine contradiction dans cette situation-là à exiger que l'authenticité pensée à l'occidental soit un des critères pour l'admission à l'inscription au patrimoine, il me semble. Parce qu'alors, on se sent dans l'obligation de définir l'authenticité pour chaque culture. Oui. Voilà, mais cette définition-là, je ne la connais pas et personne ne la trouvera. C'est un peu la gymnastique difficile à laquelle se plie l'UNESCO à chaque fois que bien sûr, ils se sont mis dans un guet-apens là. Je crois que le but du colloque de Nara était d'essayer de travailler dans ce sens, de jeter les bases d'une réflexion qui devrait aller dans ce sens. Oui, mais il ne faut pas leur arriver à minestrone et on met tout et rien. Il faut approfondir les concepts. C'est comme ça qu'on avance, sinon on n'avance pas. Toujours, Françoise Choët, dans sa contribution à Nara, avait dit quelque chose d'intéressant, c'est que effectivement le concept d'authenticité et la notion de monument historique aussi relève d'une pensée occidentale qui fait système. Bien sûr. Ce système, on l'adopte en bloc ou on le refuse en bloc. On ne peut pas sélectionner des éléments qu'on adapte à d'autres. À la carte, on ne peut pas jouer à la carte. Non, parce que ça donne des résultats qui évidemment ne sont pas satisfaisants. C'est évident. Et je crois que là, il a dit quelque chose de très important. Je suis tout à fait d'accord avec François Choët, comme je suis toujours d'accord avec Carbonara. Tout à fait, toujours. Alors, une dernière question peut-être, je ne dirais pas pour en finir avec cette notion d'authenticité, mais une dernière question pour aujourd'hui. Le problème se pose de plus en plus. Un problème se pose de plus en plus, c'est celui de la restauration des objets ethnographiques, notamment des objets hérités d'Afrique centrale et qui se trouvent par exemple dans un musée comme le musée royal d'Afrique centrale à Terrebonne, qui s'est doté depuis peu, je ne dirais pas d'un laboratoire, mais d'une petite cellule de conservation et de restauration de son patrimoine. Il y a une restauratrice qui a été, je crois, nommée et qui travaille là à demeure. Il est évident, sur quelle base peut-on travailler dans ces conditions ? Dans la mesure où on a un patrimoine qui ne relève pour la plupart de ces cultures pas du concept de l'authenticité tel que nous venons de l'analyser aujourd'hui, mais néanmoins ce sont des objets qui ne sont pas
qui n'appartiennent plus au champ des cultures qui les ont produits, puisque ce sont des objets qui ont été amenés dans le musée, concept occidental, et qui fonctionnent à partir de critères et de concepts fondamentaux à la pensée occidentale. Donc on est là, je pense à la phrase de François Choët, c'est un système, c'est une pensée qui fait système, on l'adopte ou on n'adopte pas. Mais malgré tout, malgré nous, il y a des objets qui se trouvent dans nos musées. Et à un moment donné, il faut intervenir. Ben oui, mais enfin, cet objet est chargé, pour parler à la manière sémiologique, est chargé d'une série de messages. Il faut s'efforcer de conserver tous les messages dont il est porteur. Donc, s'assurer de le maximum d'informations pour voir tout ce qu'on peut en tirer comme, en termes de messages, de documents, de signification. Quelle que soit la position qu'on pourrait avoir sur le plan esthétique, qui n'est pas primordiale ici, bien qu'elle soit parfois très importante, vu le rôle de l'irruption de ces arts dans l'art contemporain, qui par réflexe a donné une valeur esthétique à tous ces arts, à commencer par le Demoiselle d'Avignon, qui se reporte sur l'art des nègres d'Afrique, évidemment. Donc je crois qu'il faut procéder avec les instruments dont nous disposons, c'est-à-dire cet objet est dépositaire de messages. Je dois consulter l'ethnographe, l'ethnologue, l'anthropologue, qui m'assureront tous les messages qui sont importants, de tous les détails qui méritent d'être conservés parce qu'ils ont une signification. Et avec ça, j'ai une ligne de conduite pour ma conservation, indépendamment de la matière. Oui. Je travaillerai comme ça. Je crois que de toute manière, le fait de faire entrer cet objet ethnographique au musée est positif pour sa conservation, mais implique déjà une perte de messages. Forcément. Peut-être déjà aussi pour toutes les peintures occidentales. Sans doute. Qui étaient faites pour être sur un hôtel ou chose pareille. Tout à fait. Finalement, le phénomène n'est pas très différent. Oui, exactement. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'on fait des tableaux pour le musée. C'est un phénomène très nouveau. En fait. Et on en vient peut-être en faisant un raccourci vers la notion de contexte que nous voulions évoquer, qui est aussi un des fondements de votre réflexion. Ce concept de contexte est parfois difficile à appréhender car il peut prendre des formes très différentes. Pouvez-vous revenir sur cette notion de respect du contexte en matière de restauration et aussi d'appréhension de l'œuvre d'art, parce que je répondrai pour commencer d'une manière un peu ironique. De proche en proche, pour n'importe quel objet, le contexte c'est le monde. De proche en proche, on arrive au monde entier. Donc, le contexte, il faut savoir décider où on l'arrête. Donc c'est une décision critique finalement. Oui. C'est clair ça. Mais il y a des rapprochements qui s'imposent. Par exemple, lorsqu'on voit que les musées du 19e siècle ont été pour une bonne part constitués de tableaux, de peintures, qui proviennent en fait de retables, où on a pensé qu'il fallait séparer la peinture de la sculpture, que les sculptures ont abouti avec un peu de chance dans la galerie section sculpture, tandis que les peintures aboutissaient dans un autre département. Et ce qui restait éventuellement de la caisse du retable, avec encore beaucoup plus de chance, est arrivé aux arts décoratifs. Mais ce qui est évidemment le plus intéressant, c'est que le retable soit resté à sa place. Donc on voit tout de suite que c'est l'idée du contexte et de l'ensemble. Le premier qui vient à l'esprit, c'est que le retable est un tout, évidemment, et qu'il a sa place sur l'autel, dans l'église, sur le maître-autel ou dans une chapelle, peu importe, avec un certain éclairage, dans un certain contexte, qui est celui de l'église. Évidemment, l'église est aussi au milieu du village, le village est quelque part, c'est comme ça que je dis, c'est une ouverture sur le monde, il faut s'arrêter quelque part. Mais ça veut dire par exemple qu'on pourrait tout de même, s'occupant du retable, s'occuper des vitraux du chœur, qui donnent une certaine lumière et qui donnent l'éclairage dont bénéficiait le retable. Parce
qu'il a été mis là en tenant compte d'un éclairage particulier. Exactement, il a été mis là et aussi peint, parfois en tenant compte de bien sûr, parfois polychromé sur place. Tout à fait. Pensé en fonction de cette proposition et de la fonction qu'il avait à cet endroit-là. Donc l'idéal, c'est de conserver ces conditions-là, dans la mesure du possible. Au moins d'en conserver le maximum, compte tenu des exigences du transfert dans le musée. Et pas de diviser suivant des critères techniques ou autres, évidemment. Et là, une grande partie des restaurations du XXe siècle sont provoquées par l'intervention du XIXe, en gros, pour schématiser. Ce qu'on a démembré au XIXe, on remembre au XXe, dans la mesure du possible. Et ça pose une série de questions, parce que on a fallu s'interroger sur la manière dont était construit un retable, et ce qu'il signifiait. Et là, pour moi, la leçon de Taube était formidable, parce qu'il avait toujours ce souci d'aller au fond. C'est une autre approche et un autre vocabulaire que Branly, mais en fait, il disait la même chose. Branly disait qu'il faut partir de la reconnaissance de l'œuvre d'art. Et Taube ne faisait pas de théorie générale, il travaillait toujours un cas particulier. Il ne se voulait pas faire des généralités. Chaque cas était particulier pour lui, et il se demandait, ayant à restaurer beaucoup de retables, surtout gothiques, fin gothiques et puis baroques, il me disait toujours, mais ce qui me tracasse, il dit, je vais le dire en allemand parce que c'est plus efficace comme expression, aber was ist das, ein Altarbild? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une image autel, ou un hôtel d'image. La juxtaposition de deux mots en allemand est très forte, elle fait question. C'est une image qui est l'hôtel, ou qui est à l'hôtel. C'est un hôtel qui est image. D'ailleurs, la terminologie est devenue très floue. En allemand, on dit des altars, mais ce n'est pas la table d'hôtel, c'est toute la construction du retable sur la table d'hôtel, du retabulum. En français, on dira un hôtel à retable. En allemand, on dit ein Altar. Et l'altar, ce n'est pas tellement la table que toute la construction. Et finalement, hôtel est passé même dans l'inventaire en Belgique, les hôtels baroques. C'est pas seulement les tables, c'est toutes les constructions qu'il y a au-dessus. Donc vous voyez, la terminologie est floue, précisément parce qu'il y a une identification qui se fait, à travers les mots même, entre l'hôtel et l'image qui se dresse à l'hôtel et qui est la principale image de l'église finalement. Qui a donc un statut spécial et des exigences particulières. Par conséquent, les volets, par exemple, qui ne sont pas traités comme la partie centrale. La partie centrale est une caisse avec normalement, en Allemagne en tout cas, des sculptures en ronde bosse. Les volets, ce sont des reliefs ou bien des peintures, et ils se ferment les jours de travail. Donc toute la semaine c'est fermé. Et pour les jours de fête ou le dimanche, on ouvre l'hôtel, le retable, et on voit les sculptures, surtout dorées. C'est essentiellement de l'or, mais c'est pas seulement de l'or, c'est l'or qui frappe évidemment, qui apparaît en pleine lumière entre les peintures qui sont plus polychromes, plus variées, et qui sont un autre statut de réalité. Ces images ne sont pas sur le même degré, au même degré, elles ont une autre présence. Alors il fallait trouver un terme pour décrire ces niveaux de présence. Taube a trouvé ça chez un historien d'art de l'immédiat après-guerre en Allemagne, qui n'est pas très connu parce que, paraît-il, il aurait été associé au national-socialisme. Il y a beaucoup de ces associations, il suffit d'avoir publié entre telle et telle année pour être taxé de ces associations. Donc j'ai jamais tenu compte de ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui disent des choses très intéressantes là-dedans. Dagobert Frey. Le retable sur l'autel a une fonction très complexe, dans la liturgie, et d'autre part pour la dévotion des fidèles. D'autre part, il s'adapte à la liturgie en s'ouvrant et se fermant, suivant que ce sont les jours de fête ou les jours de travail. Les jours de travail, il est fermé, et alors le revers des volets a des couleurs normalement grises, des couleurs de deuil, des grisailles en général,
Et quand on ouvre, c'est tout l'or de la ruche centrale qui apparaît. D'Octobre avait cherché, trouvé les concepts nécessaires pour définir ces choses. Et il avait trouvé ça chez Dagobert Frey, qui parle du statut de réalité de l'image, et les différents statuts de réalité d'une image. Et avec ça, on peut travailler, effectivement. L'image se situe à différents plans. C'est toujours l'image, mais elle a différents plans de réalité, en quelque sorte. Et dans l'Altarbild, il y a une combinaison de tous ces différents niveaux qui fait l'écho de la richesse de toute la liturgie et toute la dévotion, en fait. Et la restauration doit évidemment tenir compte de ces choses-là. Donc reconstituer cet ensemble en tenant compte des fonctions et des niveaux de réalité de chaque chose. Dans le baroque, ces différents niveaux se distribuent sur tout un intérieur, jusqu'aux voûtes, aux peintures qui sont incluses dans l'ensemble de la sculpture, de tout. Tout l'ensemble intérieur baroque est une construction de différents niveaux de réalité qui s'interpénètrent, qui interagissent et qui impliquent par la perspective le fidèle qui est spectateur. Et qui ne peuvent pas être affrontés séparément dans différentes interventions de restauration. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé notamment dans certaines églises de Rome. Forcément, où il y a un décalage dans la perception. Oui. Au moment de la restauration, très gênant. Au moment de la restauration, il faut considérer cet ensemble. Éventuellement, il faut tester la méthode sur une petite chapelle, mais pas commencer à dire on va nettoyer les peintures, et puis les sculptures, et puis l'architecture, ça ne marche pas ça. Parce que tout doit être adapté, il faut nettoyer des sculptures, disons des marbres, des stucs dorés, des peintures, et avoir un résultat qui, au point de vue de la patine, soit unitaire. Donc il faut forcément faire les essais sur l'ensemble et les relations entre les différentes parties. Il ne s'agit pas d'appeler seulement un corps de métier, puis un autre, d'autant plus qu'une fois qu'on met l'échafaudage, on ne met pas une fois pour les peintres, puis une fois pour les sculpteurs, ça ne va pas ça. Donc il fallait commencer par une chose secondaire, où on met au point le mode d'approche. Et ils ont beaucoup d'expérience en Bavière pour ces choses-là, parce qu'ils ont un grand patrimoine de baroque, avec des résultats variables suivant la capacité des responsables du chef d'orchestre, enfin, parce que orchestrer une restauration de ce genre, ça n'est pas élémentaire, évidemment. Notion que nous avons évoquée implique aussi le respect des ensembles. Par exemple, l'intérieur d'une église baroque ne peut pas être restauré élément après élément, séparément, lors de campagnes de conservation différentes. Parce que là, évidemment, il s'est créé un décalage dans la perception qui est très très gênant. Et vous avez observé ça, je crois, dans différentes églises romaines récemment. J'avais été assez surpris de la manière dont on avait abordé le nettoyage de l'église de Santa Maria della Vittoria, où on avait nettoyé toutes les peintures à fresques et tous les stucs qui étaient blancs comme de la craie, très froids. Et il y avait tout autour de ça les cadres dorés avec toute la poussière sur l'or et ces feuilles. Un nettoyage extrêmement délicat. Je me demandais comment on allait faire pour adapter le nettoyage de l'or au nettoyage de la peinture qui était déjà fait et qui était radical. Enfin, des choses pareilles. Ça ne me paraissait pas une méthode très adéquate, d'autant plus qu'on avait d'excellents exemples en Bavière. C'est très curieux comme les frontières subsistent, souvent. C'est souvent lié évidemment à un problème de politique culturelle. Il suffit d'aller voir un peu plus loin. On a les subsides pour faire tel type de travail et on programme l'année suivante les subsides c'est pour ça que je dis, il faut commencer par une petite chapelle, c'est ça. Exactement. Et puis alors on fait une travée, puis on fait une autre travée, mais tout. Pas la peinture, puis la sculpture, puis le décor. Ça c'est très risqué. Je voudrais prendre votre opinion par rapport aux nouvelles technologies, ou ce que l'on appelle les nouvelles technologies. C'est vrai que, je dirais presque de tout temps, ce serait à peu près la valeur de nouveauté dont parlait Riegel, presque de tout temps, la fascination qu'exercent les produits et méthodes nouveaux peut conduire
au meilleur et au pire. Et c'est vrai que on peut penser que l'informatique permet par exemple de visualiser un certain nombre d'hypothèses de reconstruction avec beaucoup de facilité, ce qui peut apporter, je dirais, des éléments de comparaison et donc d'avoir un résultat meilleur. Mais en même temps, on sait que parfois ces nouvelles technologies sont des prétextes à intervenir. Évidemment. Et qu'elles peuvent engendrer des catastrophes sur les biens culturels. Alors quelle est votre opinion sur ce sujet? Mais il ne faut pas être contre la technique a priori, mais il s'agit de l'employer correctement, évidemment. Je n'ai jamais assisté à une restauration basée sur ces techniques. Mais je soupçonne certaines personnes de les mettre en valeur pour obtenir des commandes. Parce que quand on fait valoir ça, on a l'impression qu'on est en avance. Parce que les démarches fondamentales restent toujours les mêmes. Que ce soit, c'est par exemple la différence entre un relevé à la main et un relevé par photogrammétrie. Eh bien, les architectes les plus expérimentés, finalement, disent qu'on apprend plus en faisant un relevé à la main. Parce qu'on a chaque pierre sous la main, on voit beaucoup plus. Tandis que la photogrammétrie vous permet d'aller très vite, d'avoir un premier inventaire rapide, mais vous connaissez moins bien le monument que quand vous l'avez relevé à la main vous-même, ça c'est certain. Et c'est un peu ce genre-là de piège qu'il faut éviter. Et celle que vous citez, la photogrammétrie, est une technique qui n'intervient pas directement sur la matière de non, exactement. Tandis que vous en avez d'autres qui interviennent directement. Je suis toujours, je ne sais pas quelle est votre opinion à ce sujet, effrayé par la quantité de colloques internationaux qui sont organisés et qui ont pour thème une nouvelle méthode d'intervention. Oui, oui. Ça, c'est le mythe du mot nouveau. Hein. Vraiment, c'est plutôt le mot lui-même qui est joué. Je me rappelle qu'il y a eu, dans les années 60, un congrès de l'IIC qu'ils avaient intitulé New Advances in Conservation. Dans la conservation, il faut toujours quelque chose de neuf pour qu'on puisse en parler. Alors, on en avait discuté avec les Mora. Et Laure avait décidé de parler de la retouche au tratteggio, qu'elle faisait depuis 40 ans. Vas-y, ce sera neuf pour ceux qui ne le connaissent pas. Ça a été publié sans aucune objection, passé comme une lettre à la poste. New Advances, 40 ans après qu'on l'a employé pour la première fois, au moins, peut-être 50, je ne sais pas. C'était le mot, donc finalement, ce n'était pas la chose qui comptait. Il fallait un titre au colloque, voilà, pour attirer les gens. Le mythe que c'était neuf, mais pour un tas de gens, le tratteggio était neuf, évidemment. Donc finalement, le but était atteint. Est-ce que vous vous souvenez, nous étions ensemble à Saint-Savin? Oui. Un congrès sur le problème de la dépose des peintures murales. Oui. Et Cristina Danti, qui était responsable de la conservation des peintures murales à Florence, qui durant plus d'une heure ou une heure et demie s'était lamenté sur l'état de conservation des peintures déposées de Florence. Déposées, exactement, oui. Tout ce qu'on avait déposé après l'alluvione. Et déjà avant, et qui avait subi justement l'alluvione. C'est sûr, oui. Finalement, ils étaient dans un état beaucoup plus fragilisé que s'ils étaient restés sur place. Oui. Monsieur Philippot, abordons maintenant un document célèbre, peut-être célèbre, trop célèbre peut-être, enfin malgré lui, la Charte de Venise. Ah oui. Dont on a fêté il y a déjà un certain temps un premier anniversaire extrêmement important et ça a donné lieu à de nombreuses remarques, de nombreuses réflexions. Néanmoins, est-ce que vous avez été l'un des rédacteurs de la Charte de Venise? Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de la rédaction de ce document? Est-ce qu'il fut un consensus difficile à arracher? Quel est votre avis sur ce sujet? Et alors, une question, je dirais, plus précise. Beaucoup de gens s'étonnent que
Cesare Brandi, que le nom de Cesare Brandi ne figure pas comme signataire en bas de la charte, alors que ces idées semblent alimenter les concepts couchés dans ce document. Mais l'explication de ça, elles sont extrêmement simples. On a eu une bonne occasion de les expliquer, parce que il faut savoir que la charte de Venise était au programme, en même temps que la création de l'ICOMOS, d'une des réunions régulières que tenaient les techniciens des monuments historiques. Donc les participants invités et présents, par conséquent, à la mesure où vous avez répondu, étaient tous des techniciens des monuments historiques, en gros des architectes, quelques ingénieurs peut-être. Donc Brandi n'était pas concerné en quoi que ce soit. Moi non plus en fait, mais bon, nous étions dans le noyau organisateur en tant qu'organisation internationale. L'organisation était essentiellement entre les mains de Piero Gazzola et Raymond Lemaire, qui s'entendaient très très bien, se complétaient très bien et ont fait un team excellent pendant toutes les premières périodes de l'ICOMOS d'ailleurs. Donc il y avait différents points à l'ordre du jour dont je ne me souviens pas, mais il y avait entre autres la rédaction d'une charte qui devait un peu mettre en ordre les idées émises précédemment par la charte d'Athènes de 1931, je crois, un an près. Et d'autre part, la création de l'ICOMOS. L'ICOMOS a été créé à ce moment-là, en 1964. Pour la charte, ils ont désigné, évidemment, on n'écrit pas, il y avait plus de 100 participants, imaginez. C'était sur l'isola di San Giorgio Maggiore à Venise. On n'écrit pas à 100 personnes un texte. Et là, la rédaction a été confiée à un petit comité dont j'étais, nous étions 3, avec l'architecte Sorlin et un autre architecte français des monuments historiques. Et Piero Gazzola et Raymond Lemaire, qui avaient en main l'organisation de tout le congrès, quand ils avaient un moment de libre, ils entrouvraient la porte et ils nous diraient « Alors où est-ce qu'on en est? Comment ça va ?» Et ils lisaient des choses que nous avions griffonnées, ils donnaient un peu leur avis, puis ils repartaient. Donc ils étaient membres et pas membres, enfin, quoi. Ils supervisaient et ils ne supervisaient pas. Et on a travaillé une bonne partie d'une nuit à partir du texte de la charte d'Athènes et d'autre part des idées nouvelles. Pour moi, c'était les idées de Brandi. D'une manière générale, je pensais surtout aussi à faire passer dans le domaine de l'architecture la rigueur qui était même acquise largement dans le monde des musées et trouver les concepts adéquats. C'était un peu ça ma ligne de conduite là-dedans. Et alors chacun faisait un bout de phrase, puis on arrivait à des textes plus ou moins boiteux, mais enfin des idées se mettaient en place qui ont alors été reprises par Gazzola et Lemaire. En fait, c'est comme ça que c'est né. Le texte a été alors soumis à une assemblée générale qui a discuté, qui a fait des objections, on a fait des petites corrections, on ne sait plus très bien lesquelles. En tout cas, une des grandes objections dont je me souvienne venait des Américains et était parfaitement justifiée en fait, parce qu'ils reprochaient qu'il n'y avait rien sur les reconstructions à l'identique. Ce qu'ils faisaient depuis Colonial Redesign. Ça veut dire que toute la restauration aux États-Unis était inexistante par rapport à la charte de Venise en fait. D'ailleurs, c'est une lacune effective. La charte de Venise ne prend pas explicitement position, ne donne aucune directive sur ces choses-là. Il faut faire un slalom très subtil entre des contradictions continuelles pour voir s'il y a une ligne de conduite. À mon avis, il n'y a pas de ligne de conduite. On s'est prudemment évité de prendre une position sur cette question délicate qui a fait l'objet, c'est la seule grosse discussion dont je me souvienne et à laquelle était liée évidemment la question qu'en archéologie, la seule reconstruction admissible est l'anastylose. À quoi certains est tout à fait opposé, c'est pas vrai, l'anastylose n'est pas la seule, je suis archéologue et je vous dis que c'est pas la seule, etc. J'entends encore Daifuku qui représentait l'UNESCO qui disait cela. Enfin, le maire a tenu ferme et on est resté à ça.
Mais il en résultait une contradiction manifeste entre les lignes générales, les considérations sur les retouches et l'interdiction de toute reconstruction autre que l'anastylose. C'est sur des points d'attache, mais entre lesquels il n'y a pas de liaison en fait. Le texte de la Charte de Venise a donc été rédigé d'abord en français, qui est sa langue maternelle, si je peux dire. Oui, il a été rédigé en français. Tous les participants étaient des francophones. Gazzola parlait bien français. Oui. Et on peut dire que Raymond Lemaire et M. Gazzola ont réécrit une partie des idées qui avaient été couchées par le comité restreint. Je crois surtout le maire. Il fallait bien faire la toilette du texte, évidemment. Et à ce moment-là, il se passe un tas de choses. Quand un texte passe chez l'éditeur, c'est un peu ça. Tenir un peu compte de ce que le public a dit et faire des phrases un peu plus correctes que ce qu'on a fait à 1h du matin. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que c'est né la charte. Et alors on signait tous les gens d'un premier cercle, je crois. Enfin, pas tous les présents, mais tous les gens d'un premier cercle. Parmi ces gens du premier cercle, effectivement, qui ont été signataires de la charte, je crois qu'ils tous venaient, je dirais, d'un contexte occidental. Ben forcément, puisque ces réunions des techniciens des monuments historiques, c'était une organisation à cette époque-là uniquement occidentale, c'est évident. Il y avait peut-être qu'une personne invitée qui venait d'ailleurs, mais c'était inévitable. Il n'y avait aucune présence qui aurait pu être représentative et invitée. Elle n'aurait franchement pas eu droit au chapitre, pas été à sa place. C'est évident. Donc c'était un travail essentiellement occidental, ça c'est sûr. Mais personne ne l'a jamais caché. On n'a jamais prétendu que c'était autre chose. En fait. Non, ça a été utilisé par la suite. Ah, bien entendu, on l'a utilisé dans toutes les dimensions imaginables, la charte de Venise, ça c'est certain. Pour justement la critiquer. Ça c'est évident, oui. Là, de ce point de vue, la charte de Venise a été rédigée en 1964. On a fêté son 30e anniversaire. Finalement, je me rends compte qu'on s'achemine vers son 40e anniversaire. Alors, les principes de la charte peuvent-ils être considérés comme universaux ou sont-ils déjà historiques, traduisant l'attitude ou un consensus peut-être d'une autre époque à propos de la restauration du patrimoine? Vous dites déjà, moi j'enlèverais déjà. Ils ont toujours été historiques. Et ils le resteront. Mais je pense qu'il est difficile d'en trouver qu'on accepte et qui soit bien meilleur, disons. Il y a des choses qu'on pourrait améliorer. Enfin, comme moi, je suis convaincu qu'on pourrait améliorer, mais je ne suis pas du tout sûr que j'aurais autant de voix que ce texte-là en a obtenu à son époque avec ce public-là. Si on devait réunir le même type de public pour faire un changement, ça serait une empoignade peu ordinaire, à mon avis. Et s'il fallait apporter quelques modifications ou améliorations à la Charte de Venise, quelles sont celles que vous aimeriez apporter? Je me suis franchement jamais fort posé cette question-là parce que je crois qu'elle est très académique, franchement. Il y a évidemment, comme je relevais, le fait qu'il n'y a absolument rien sur la reconstruction à l'identique. Il faudrait quand même prendre position à cet égard, mais ça c'est assez compliqué. C'est-à-dire que ma position serait très radicalement négative, mais je ne pense pas qu'elle recueillerait beaucoup de voix. Je crois qu'il y a... vu que c'est la pratique majoritaire. Parce que maintenant, quand on veut modifier la charte de Venise, il y a un motif que j'admets comme principe, c'est qu'on veut en approfondir les concepts. Ça, c'est la raison de modifier. Mais si la raison de modifier, c'est de faire passer dans la loi ce qu'on fait dans sa pratique, ça, je ne suis pas d'accord. C'est ça. D'autre part, il ne faut pas prendre la charte de Venise pour une loi. Ça n'en a jamais été une, ça n'a jamais prétendu en être une. Justement, c'est une charte et c'est une espèce d'accord sur un minimum de points de méthodologie sur lesquels les participants se sont trouvés à peu près d'accord. Et donc c'est une ligne de conduite suggérée
qui a un poids considérable parce que pour en trouver une autre, avec une majorité comparable, je crois que c'est très difficile. Le maire lui-même a dit que ce ne serait plus réalisable aujourd'hui. Il a dit ça au moment où on a à Namur fait cette réunion à propos du 8e anniversaire. Il a dit ça ne serait plus. Il connaissait bien la situation, il dit que ce ne serait plus possible aujourd'hui. Oh, il y a évidemment un tas de choses qui peuvent être améliorées. Il y a des contresens que j'ai relevés, évidemment. Mais, finalement, ce n'est pas tellement important. Et puis quand j'ai vu tous les usages qu'on en fait, bons et mauvais, je crois que le jeu n'en veut pas la chandelle. Elle est là, laissons-la intangible comme elle est, voilà. C'est une référence parmi d'autres. Comme en droit, on a toujours la pratique juridictionnelle et l'autorité des jugements antérieurs, comment on appelle ça, donc d'une part vous avez la doctrine, d'autre part vous avez la jurisprudence. Et ça s'inscrit entre la doctrine et la jurisprudence de la Restauration, ça. Donc quand on discute, ça fait partie du stock d'arguments dont on peut se servir avec un certain poids. Je ne crois pas qu'on puisse faire plus que ça. On ne peut pas ainsi espérer légiférer d'une façon meilleure pour un monde plus large qui a évolué depuis, qui veut tout restaurer. Je crois que c'est une entreprise démentielle, ça. D'autant plus que, on en a déjà parlé en aparté, le monde des architectes, c'est un grand panier de crabes. C'est certain. Et chacun essaye de faire passer dans la loi quelque chose qui ferait approuver sa propre pratique. Et comment expliquez-vous l'incontestable succès de la Charte de Venise? Parce que je me souviens qu'en 1975, déjà, à l'occasion du patrimoine européen, ça faisait 10 ans, et il y a une quantité d'articles qui sont apparus sur la Charte. Ensuite, on a fêté les 25 ans, on a fêté les 30 ans. D'une certaine manière, c'est le seul document disponible, hein, parce que la Charte d'Athènes est largement dépassée, ça c'est certain, par la présence de la Charte de Venise, et aussi, quand on les lit les deux, on voit bien que c'est une autre époque, on fait un pas en avant, ça c'est certain. Bien qu'un certain nombre d'idées reviennent, évidemment. L'idée que la meilleure manière de conserver un monument, c'est de lui donner une affectation. Ces choses-là sont dans la Charte d'Athènes. Je crois que c'était la seule chose dont on disposait, et que d'autre part, il y avait un désarroi considérable. Et donc, on peut s'appuyer là-dessus. Mais alors, dans certains pays, on a voulu nationaliser la restauration. On a pensé que ça c'était, que c'est empressé de dire que c'était occidental et par conséquent, ça ne marchait pas chez vous. C'est comme si, par exemple, le mensonge, ça existait en Occident, mais ça n'existe pas en Orient, des choses pareilles. Enfin, c'est un peu facile. Hein. Et devant cette extension de la notion de patrimoine, effectivement, à un moment donné, avec les années, on a senti le besoin de compléter effectivement ces préceptes qui étaient ceux de la Charte de Venise avec des nouveaux préceptes qu'on considérait plus adaptés. C'est ça, oui. On n'a jamais osé toucher à la Charte de Venise, qui a été effectivement respectée comme un document unique qui aurait perdu son sens, sa raison d'être si on avait commencé à la retoucher. Je me rappelle qu'à l'époque, quand on l'a commémoré, c'était encore l'opinion de la mère, le mieux c'est de ne pas y toucher. Oui. Par contre, elle a fait des enfants. Il y a par exemple une charte pour les jardins historiques. Oui, oui. Jardins historiques pour lesquels effectivement la Charte de Venise on était assez dépourvu. N'est peut-être pas tout à fait adaptée puisque c'est une réalité très spécifique. Il y a effectivement toute une série de villes historiques. Oui, les villes historiques. Les centres historiques. Effectivement. Ça, c'était l'une des grandes notions nouvelles dont on n'a pas tenu compte à cette époque-là. Les conventions du Conseil de l'Europe, effectivement, Amsterdam et Grenade. Au fond, on peut considérer que la Charte de Venise, avec les documents qui lui sont postérieurs, constitue une sorte d'ensemble de préceptes qui doivent être considérés comme complémentaires et par rapport auxquels qui constituent un corpus de référence par rapport à celui qui s'occupe de patrimoine culturel aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je crois que c'est important. C'est sûr. Et
à ce propos, en octobre 2000, il y a eu une importante réunion de l'ICOMOS à Varsovie, à Cracovie, oui. Qui avait comme objectif, je dirais ambitieux, non pas de réécrire une charte de Venise, mais sur la base de la charte de Venise, de rédiger une nouvelle charte, je dirais pour le troisième millénaire en quelque sorte. On l'appelait la charte de Cracovie. Oui, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Non, je ne la connais pas. J'étais en contact avec un architecte de Venise qui s'occupait d'une des sections et nous avons parlé avant la réunion de différents problèmes, mais je ne connais pas le texte qui est sorti de cette réunion. Mais on vous le communiquera. Non. Est-ce qu'il n'y a pas certaines expressions couchées dans la charte de Venise qui sont peut-être soit difficilement compréhensibles, soit qui peuvent ouvrir à des interventions dangereuses parce que le texte a été mal compris? Je pense notamment à ces mots en disant que l'intervention va porter la marque de son propre temps. Oui. Beaucoup de personnes aussi dissèquent ce texte en prenant... On veut lui faire dire ce qu'on a besoin d'avoir. Ce qui peut instrumenter leur intervention. Néanmoins, porter la marque de son temps... Il y a différentes manières de porter la marque de son temps, oui. Mais ça, c'est une idée de Lemaire, évidemment. Au-delà d'un certain niveau, l'intervention est une composition architecturale et portera la marque de son temps. C'était essentiellement dirigé contre la restauration de style, ça, c'est clair. C'est dans ce contexte-là, avec cette volonté-là. C'était l'intention initiale dans l'esprit de Lemaire, j'en suis convaincu. Il y a toutes sortes de manières de porter. D'ailleurs, on ne peut pas éviter de porter la marque de son temps. On peut dire, la première objection qu'on peut faire, de toute manière, on porte la marque de son temps. Donc, enfin, c'était ça que ça voulait dire, en fait. Qu'il fallait travailler comme on a fait les cathédrales, quoi, du gothique tardif au-dessus du roman, pourquoi pas. Éviter la falsification, en fait. C'était ça l'idée. Maintenant qu'il y a eu tellement de polémiques là-dessus, on pourrait formuler ça de manière plus prudente et plus résistante aux critiques, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En même temps, on devrait brasser dans une matière tellement dense aujourd'hui qu'il serait difficile de... Mais attention, on trouve toujours la faille. On trouve toujours la faille dans ce truc-là. C'est amusant parce que même si vous avez une formation d'archéologue, les questions que vous posez ne sont pas des questions d'homme de chantier. C'est-à-dire que vous oubliez que la surface, par exemple, les parements sont travaillés. Et que ces parements ne sont pas travaillés dans les années 1960 comme ils l'étaient en 1860 et comme ils le seront en 2010. Et ça, c'est déjà simplement une première marque du temps qui est suffisante à mon avis. Oui, c'est évident. Tout à fait. Monsieur Philippot, abordons maintenant un moment clé de cette rencontre. C'est l'évocation de cette personnalité exceptionnelle que fut Cesare Brandi. Oui. Alors, des premières questions qui font appel à vos souvenirs. Dans quelles circonstances vous avez rencontré Cesare Brandi? On sait que la rencontre avec Brandi a été fondamentale pour vous, mais malgré tout, que vous a-t-il apporté? Mais je l'ai rencontré comme étudiant, en fait. Je faisais mon mémoire de licence, comme je vous l'ai dit précédemment, je crois, sur l'Istituto Centrale del Restauro, donc j'ai été mis en contact avec lui. Et je crois que je vous ai expliqué cette première rencontre, l'effet un peu bizarre qu'il m'a fait, mais qui s'est modifié, qui s'est ajusté à mesure que je lisais ses écrits et que je découvrais, en fait, dans son esthétique, une série de concepts dont, sans m'en douter clairement, j'éprouvais le besoin et qui m'aidaient à clarifier une série d'intuitions, disons, de pressentiments que j'avais, de sorte qu'il apportait vraiment la réponse à des questions non formulées, au fond. Et puis, les rapports sont de plus en plus étroits. Je lui ai évidemment envoyé mon mémoire de licence.
il savait très bien que c'était fait dans des conditions particulières, que j'étais à Bruxelles dans un clan très proche de Londres, évidemment, et que je parlais d'une position différente. Il a très bien compris ça. Et il y a une lettre quelque part où il dit que j'étais entre l'enclume et le marteau et que vu cette situation, je me suis pas mal tiré d'affaire, il a dit. Quelque chose de ce genre-là, enfin. De toute façon, il a apparemment apprécié le texte parce qu'il l'a fait passer dans la bibliothèque de l'Instituto, où il a été récupéré finalement par Madame Catalano, qui étudiait justement le début de Brandi et ses relations avec son premier éditeur Vallecchi. Et c'est comme ça que ce texte, finalement, il a eu beaucoup plus d'importance en Italie qu'à l'université de Bruxelles, où il m'a permis d'avoir la licence en histoire de l'art, tout simplement. Alors, les relations avec Brandi étaient très cordiales. Après, je suis revenu à Rome, et puis à partir de 1959, j'étais en permanence à l'ICROM, donc je l'ai vu de manière très suivie. Mais on ne s'est plus jamais perdu de vue à partir de 1950, en fait. Et c'est grâce à son intervention, comme je vous l'ai dit, que j'ai été nommé à l'ICROM. Oui. Monsieur Filippo, on entend souvent dire que vous êtes le fils spirituel de Cesare Brandi. Êtes-vous, je dirais, d'accord avec cette proposition, cette affirmation? C'est une filiation dont je serais très fier, que je ne refuserai certainement pas. Comment on me l'a attribué, je ne sais pas, mais parce que Brandi a beaucoup d'élèves en Italie qui sont certainement plus qualifiés que moi pour reprendre sa pensée. Il m'a dédicacé un de ses livres une fois en mettant à Paul Filippo Il primo in ordine di tempo dei miei allievi. In ordine di tempo. Il a mis quand même. Donc c'était comme une restriction quand même, il était très précis. Mais il avait d'autres élèves en Italie, comme en particulier Giovanni Urbani. Giovanni Urbani, qui exactement. était avant vous. Bien sûr, oui. Oui, mais apparemment, sur certaine manière, il ne l'a pas considéré de la même manière, je ne sais pas. Urbani était entré comme élève de l'école de la Restauration avec les Mora, mais il était, aux yeux de Brandi, et peut-être à ses propres yeux, plus doué pour faire un historien d'art, et Brandi l'a orienté vers l'histoire de l'art. Mais c'est vrai que Giovanni n'apparaît pas tellement comme un disciple, au point de vue de la pensée de Brandi, c'est assez vrai ça, effectivement. Les Mora sont beaucoup plus des disciples, bien qu'il n'y ait rien écrit par eux-mêmes. Sont plus des disciples de Brandi, sûrement. Alors, on connaît, je dirais, l'historien d'art, le critique brillant, le voyageur poète, comme le disait Gian Giuseppe Simeoni. Vous avez eu l'occasion de fréquenter quotidiennement Cesare Brandi pendant de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez en décrire le personnage côté court? Mais c'était un personnage extrêmement attachant, très vivant, très vivace aussi. Une spontanéité continue, très attentif à tout, bien qu'il ait l'air d'être tout le temps agité. Il est terriblement agité toujours, effectivement, mais cette agitation n'empêche pas qu'il enregistre absolument tout. C'est assez surprenant d'ailleurs. Il se plaignait de mener trop de vie en même temps. Parce que le matin, il était directeur de l'Istituto del Restauro, l'après-midi, il écrivait ses ouvrages, et le soir, il sortait avec des amis. Ce qui fait que je suis sorti avec lui très souvent. Il m'a insegnato, comme on dit, un tas de restaurants à Rome, que je fréquente encore dans la mesure où ils n'ont pas trop changé, et que je lui dois la connaissance de certaines pizzeries spéciales, de certains lieux que le touriste ne connaît pas nécessairement, mais qu'on va chercher au Campo dei Fiori, des endroits pareils, et où je pense encore toujours à lui. Et il aimait bien manger, il aimait beaucoup la cuisine. Et là, côté jardin et côté cour, les deux côtés, il était un expert en recettes culinaires. Pendant tout un temps, il était convaincu qu'il allait écrire un jour un livre sur la cuisine.
Mais finalement, il avait des sujets plus importants à traiter et il n'a jamais fait. D'un certain point de vue, c'est dommage, ça aurait été d'un pittoresque extraordinaire. Ce qu'il racontait, c'était fantastique. Teoria della cucina. Oui. Je me rappelle lui avoir une fois demandé, mais qu'est-ce qui est typique dans la cuisine toscane? Et il m'a dit, non c'è un piatto toscano, non c'è, solo che tutto è migliore. Typiquement toscan. Maledetto toscano. C'était dit une fois pour toutes, hein. C'était dit une fois pour toutes, hein. C'était clair. Hein. Il n'y a pas une cuisine spéciale, mais tout mieux. C'est aussi simple que ça. On connaît Brandi, bien sûr, théoricien, c'est souvent le premier aspect de sa personnalité qui frappe son lecteur. Mais c'est vrai qu'à Rome, il était sur le terrain de la restauration à travers son activité à l'ICR. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette activité, de son contact, je dirais, quotidien avec les biens culturels en chantier de restauration? D'abord, on trouve le reflet de cela dans tout ce qu'il écrivait dans les journaux. À chaque semaine, il écrivait quelque chose dans un journal. C'était la Stampa, Corriere della Sera ou la Stampa, chose comme ça. Sur quelque chose qu'il avait remarqué. Il disait le problème c'est de trouver l'argument, il disait, et puis c'était fait. Quand il savait de quoi il allait parler, c'était fait. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'était toujours la précision du tir, comme il ciblait toujours l'élément important du problème, dans n'importe quel domaine, sur l'architecture, sur tout. Ou alors dans ses livres de voyage, tout ce qu'il note, par exemple. Son livre sur la Sicile qui est intitulé Sicilia Mia, formidable comme titre. Sicilia, comme on dit Mamma Mia, hein? Sicilia Mia, il adorait la Sicile. Hein? Il était professeur à Palerme très longtemps, il adorait la Sicile, il a beaucoup d'élèves de Palerme en fait. Mais c'est plein d'observations sur les monuments, ces choses-là. On voit qu'il suivait de très près les choses pratiques. D'autre part, à l'Istituto, tout au début, il y avait 3 élèves la première année qui sont devenus des personnages importants à l'Istituto. Il y avait les 2 Mora, Paolo et Laura, et il y avait Giovanni Urbani qui plus tard est devenu directeur. Et c'est eux qui ont commencé à mettre au point la démarche pour restaurer les fresques démolies par les bombardements à Padoue et puis à Viterbo aussi. Ces fresques tombaient en morceaux, dont il fallait relever les morceaux, suivant des grilles archéologiques pour savoir où étaient tombées les parties, de les reconstituer. Alors à partir de photos agrandies à l'échelle correcte, recomposer les puzzles, et puis trouver la manière d'unir l'ensemble, de manière que ça ait encore un sens. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née la fameuse retouche en hachure. De manière à avoir une retouche qui pouvait lier les fragments tout en se distinguant suffisamment clairement. Donc il a participé très directement. Il y avait 3 élèves, quand il avait du temps, il passait dans les ateliers, il manipulait les choses avec eux. Donc il était très près de la pratique. D'autre part, plus tard, il ne se passait pas un jour sans qu'il ne vienne voir les morts, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Il y avait des petites discussions. Tu fais comme ça, oui, non, enfin. C'était très, très cordial, en même temps parfois très serré comme discussion. Parce qu'il s'agissait aussi d'apprécier ce qu'il pouvait attendre d'un restaurateur ou pas, ce qu'il pouvait exiger. Et la grande ligne de conduite était de lutter contre les défauts de la restauration artisanale qui existait partout et contre laquelle l'Institut prenait position, effectivement, en créant une restauration plus rigoureuse, basée sur le laboratoire, sur la critique historique et tout ça. Mais, ces travaux, il les suivait de très près. C'est pas parce quand il écrit, il est très haut dans la théorie, qu'il n'est pas tout près de la matière quand l'objet est devant lui. Au contraire, il avait une vision étonnante. Brandi a évidemment occupé une place énorme dans le paysage intellectuel italien et
il a évidemment suscité aussi pas mal de critiques. Ah bien sûr, il faisait beaucoup d'ombre, sans doute. Il faisait beaucoup probablement. Il a notamment, Brandi a établi, entre autres, la différence entre l'œuvre d'art comme aspect et l'œuvre d'art comme structure, oui. en affirmant qu'on ne restaure que la matière de l'œuvre d'art, en intervenant donc là, je vous arrête tout de suite. sur la structure. Les deux choses sont justes, mais vous les rapprochez un peu trop vite. Ce sont deux choses qu'il a dit, mais d'abord, la distinction entre structure et aspect, ce n'est pas quelque chose qui vient dans la théorie fondamentale, c'est quelque chose de collatéral, d'occasionnel. D'autre part, que l'on restaure la matière de l'œuvre d'art, ça c'est fondamental. Ça vient tout de suite après la définition de la restauration. Donc c'est un décalage de niveau entre les deux. Il ne faut pas lier les deux, même s'il y a des relations bien entendu, mais il ne faut pas lier les deux, parce que c'est très différent finalement. L'idée de Brandi, c'est qu'il y a moyen de consolider une colonne ébranlée, par exemple en y faisant passer un tube métallique à l'intérieur, de manière à ce qu'elle puisse résister à des sollicitations importantes, parce que ça n'altère pas l'aspect. Et finalement, ce qui fait l'œuvre d'art, c'est ce qu'on en voit. C'est pas ce qu'il y a dans la matière, c'est pas ce qu'il y a dans la brique, c'est pas ce qu'il y a dans la pierre qui fait l'œuvre d'art quand même. C'est ça, la manière dont elle est travaillée, dont elle est partie d'un tout, qui se voit, dont on prend connaissance par la perception. Et ça, c'est l'aspect. C'est ça qu'il appelle l'aspect. Donc l'aspect est évidemment prioritaire, c'est évident. Mais il ne peut pas subsister sans le support de la structure. Et je soupçonne que des lectures superficielles, comme il y en a eu pas mal, ont imaginé tout de suite que oui, c'est le restaurateur qui pense aux peintures, qui se fiche du support, des choses pareilles. C'est très superficiel, c'est tout à fait à côté de la question. Ça. Comme s'il y avait une hiérarchie entre les deux, mais c'est deux approches très différentes. Ce n'est pas un hasard qu'on ait pris un aspect, justement, comme vous l'avez dit, collatéral de sa théorie pour l'attaquer. C'est évident, c'est évident. Nous avons réuni ici et qui a été mal compris d'abord. Quelques citations, effectivement. Très mal compris. Oui, mais je ferai commencer par la citation que vous avez faite, que j'ai sous les yeux, de Carbonara, que vous avez interrogé dans ses écrits en tout cas. Exactement. Parce que je souscris exactement à ce que Carbonara a dit à propos de ses critiques. Spesso non sono altro che petizioni di principio, ovvero e propri fraintendimenti. C'est-à-dire, souvent, ce ne sont rien d'autre que des pétitions de principe ou de purs et simples fraintendimento, c'est-à-dire méprise, mauvaise compréhension. Oui. Et sur la mauvaise compréhension, moi, je m'en suis rendu compte très souvent. Pour démonter cet argument-là, par un exemple vécu, je vous raconte tout de suite cette histoire. Je vous disais tout à l'heure que je suis arrivé à l'Institut pour écrire un mémoire là-dessus. Ce mémoire, je l'ai donné à Brandi, qui l'a lu. Et puis beaucoup de gens l'ont lu après. Et entre autres, parmi tous ces critiques de Brandi, qui ont sauté à bras raccourcis sur ce mémoire d'un type du Nord, qui n'était pas toujours d'accord avec Brandi et qui écrivait un peu autrement, tout simplement parce que je n'avais pas tout compris. Moi, je sais très bien que ce n'est pas à la première lecture, comme étudiant en licence, qu'on comprend tout Brandi, c'est bien évident. Alors, d'autre part, j'étais entre l'enclume et le marteau, comme Brandi a bien vu, et certaines formulations, je ne les approuverai pas aujourd'hui, mais je les ai trouvées dans certains textes, brandies comme argument contre Brandi, comme si c'était une contre-théorie, enfin, beaucoup plus sérieuse, qui tenait beaucoup plus compte de la matière, toutes sortes de foutaises de ce genre-là. Et de voir ma propre incompréhension érigée en argument contre le texte de Brandi que l'autre n'avait pas compris, ça je trouvais phénoménal, parce que non seulement c'est un fraintendimento, mais c'est de la mauvaise foi. Et ça, c'est venu de milieux marxistes, pour lesquels il n'était pas possible que quelqu'un qui faisait une approche phénoménologique, donc idéaliste, puisse dire quelque chose de juste. C'était pas pensable, évidemment.
ça c'était de l'idéologie pure et simple, de l'incompréhension et de la mauvaise foi. Tout ça mélangé à des dosages variés suivant les personnes. D'après mon expérience, c'est essentiellement ça. Et puis surtout une lecture superficielle, hein, ça c'est sûr. Quand déjà il y a un a priori contre une personne, mais on ne lit pas de la même façon. Hein. C'est évident. Moi j'ai lu Brandi pour le comprendre, ces gens-là pas. Ils l'ont lu pour le démolir. Ça c'est inscrit dans l'intention initiale, ça. C'est évident. Oui, c'est tout à fait. Alors on trouve ce qu'on cherche, c'est sûr. Bon, il a été terriblement attaqué, parfois il en avait marre, bien sûr. Je me souviens qu'il avait toujours l'habitude, on allait manger le soir ensemble très souvent. Alors une de ses habitudes, c'était, il disait qu'il était poète. Alors moi je charriais un petit peu, mais c'est une blague, le professeur, il en est poète. Là il est forcément poético, mais non est poète. Si. Alors il prenait le bout de papier, la serviette ou n'importe quoi, et il écrivait comme ça, il faisait des petites poésies. Et à un moment où il était un peu déprimé, il y a une que j'ai gardée tout un temps, et puis finalement, c'est ces petits bouts de papier, ça s'égare. Mais ça commençait comme ça. Paolo non crede a niente. La gente è fatta di persone spente. Ça c'est formidable, ça. Les gens, ce sont des personnes éteintes. Et de tutto un mondo brutto, puis je ne sais plus comment ça continue à faire. Comme ça, il écrivait comme ça hein, pendant qu'on vidait le Chianti. Relativement pessimiste. Oui, c'était un moment de déprime. Mais c'est dire que ça lui arrivait, hein, qu'il en avait marre de tous ces assauts de tous les côtés. Ça doit se défendre tout le temps. Ouais. Et les écrits de Cesare Brandi, en particulier sa théorie del restauro, représente l'aboutissement de toute une longue réflexion qui a commencé en France après la Révolution française, qui après a été nourrie par l'opposition entre Viollet-le-Duc et Ruskin, ensuite développée au XXe siècle d'une part par Hegel, de l'autre part par le premier théoricien italien comme Boito Giovannoni, et puis les tenants de la restauration critique. Comme l'a dit Giovanni Urbani en 1988, il tempo fin qui trascorso non ha minimamente intaccato la validità della teoria e nessuna nuova e diversa teoria est venue la remplacer par la suite. C'est clair, et Urbani se demande néanmoins si cette théorie ne serait pas à revérifier tenu compte de la situation actuelle et de la terrible dégradation de l'état de conservation du patrimoine artistique et en particulier du patrimoine monumental. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Si Brandi avait dû écrire sa théorie del restauro aujourd'hui, l'aurait-il écrite de la même manière? Y a-t-il des aspects? Bon, les concepts fondamentaux n'auraient pas été différents, parce que son idée était de déduire la restauration, en schématisant, de déduire la restauration de sa conception de l'art. Oui. Par conséquent, ça c'était un pilier fixe. Oui. Par contre, ce qui a évolué, c'est le champ d'application tel qu'on le voit, qui s'élargit de plus en plus. Et Urbani, je crois, pensait surtout au problème de l'environnement. Tout à fait. Et alors la restauration préventive. Et là, il essayait, avec l'aide de laboratoires, parce qu'il était un fanatique de l'intervention du laboratoire, c'était un de ses points de discussion avec les morts, d'ailleurs, de trouver une façon presque de mettre les monuments sous cloche en quelque sorte pour les conserver le mieux possible sans y toucher. C'est un peu ça son idéal, je dirais. J'ai l'impression qu'il y avait un idéal de ce genre-là, de trouver une méthode de prévention. Mais ce n'est pas du tout... Ça cadre très bien avec les idées de Brandi. C'est complémentaire. Oui. C'est sûr, ça élargit l'application pratique. Un autre champ de vision en fait. Ça élargit l'application pratique, je crois, c'est sûr. Mais sur le plan des concepts, Brandi disait souvent, io deduco tutto, diceva, io deduco tutto. Ce geste-là, tout ça devait sortir comme ça, vraiment de façon géométrique de sa conception d'œuvre d'art. Donc, parce qu'il pensait d'un côté
la phénoménologie de la création et d'autre part la phénoménologie de la réception. Par conséquent, c'était deux volets qui se reflétaient. Ça, je ne crois pas que cette chose-là pouvait changer avec le temps. C'était sa façon d'approcher les choses. Et je pense qu'il y a une chance quelconque que ça aurait pu être différent avec le temps. Et y a-t-il des aspects éventuellement moins centraux de sa théorie qui, selon vous, résistent moins à l'épreuve du temps, qui ont une valeur moins universelle? Je ne crois pas. À première vue, je ne vois pas. Ça fait un système, un système, un mode d'approche cohérent. Je ne vois pas qu'il y ait un point plus faible qu'un autre. Le tout est toujours dans l'application à un cas particulier. Oui. Et alors on voit bien quand lui fait ça, qu'il n'applique pas des règles bien rédigées, comme s'il y avait des théorèmes qu'on applique, mais que c'est toujours son intuition de qu'est-ce qui cloche là, toujours. Il est toujours intuitivement près de l'objet. Il ne retourne jamais à ses propres principes pour faire un syllogisme ou quoi que ce soit. Jamais. Hein. Jamais. Monsieur Philippot, selon vous, quelles sont les évolutions peut-être les plus marquantes de ces dernières décennies dans le monde de la pensée, de la conservation et de la restauration du patrimoine? Nous avons un petit peu l'impression que l'époque des grandes théories, du développement, de la formulation des grandes théories, cette époque s'est achevée. Brandy représente l'apogée de toute une réflexion. Il nous semble difficile d'aller plus loin dans cette direction-là. Par contre, nous avons l'impression que les problématiques au cas par cas sont davantage aujourd'hui des problématiques, enfin ce qui fait problème aujourd'hui, c'est davantage des problématiques qui sont à la relation entre le concept du patrimoine classique d'œuvres d'art et d'autres domaines. Oui. Mais je n'ai pas de fil de mon idée maintenant. Enfin, je dirais, les idées fondamentales émises par Brandy, aller plus loin que ça, je ne crois pas que ce soit possible. Simplement, c'est sur le plan de l'application, sur l'extension du champ d'application que le problème se pose. Et là, il y a des champs significatifs. Le premier, ce sont les centres historiques, dont on a pris conscience relativement tard comme d'une entité spécifique, puisqu'il s'agit d'un complexe. L'idée de complexe n'était pas neuve, évidemment, mais un complexe organique et qui, pour se conserver, doit vivre, donc doit évoluer, donc doit changer. D'où l'obligation d'intégrer une dimension de transformation supportable par le substrat historique qui subsiste, par la substance ancienne. Ce sont des données nouvelles, mais qui n'implique pas qu'on doit renouveler tous les concepts. En fait, simplement, il faut, avec ces instruments, aborder un problème beaucoup plus complexe que le tableau dans le musée. Et l'autre domaine qui est comparable, mais complémentaire, c'est l'architecture vernaculaire. Une architecture qui a une valeur non pas comme œuvre d'art individuelle, mais qui est caractéristique de certaines régions, de certaines périodes, d'une certaine manière de construire, et qui donne le caractère de tout un territoire, de toute une région. Ou si on commence à intervenir, ce caractère va se perdre, à moins de se tenir à certaines règles qui réclament tout de même un minimum de codification, toujours dans inspiré par les grands principes généraux. Donc ce sont deux domaines suffisamment vastes, je dirais, qu'on trouve déjà en Europe et qui trouvent leur extension hors d'Europe, évidemment. Toute l'architecture vernaculaire, on la trouve dans le monde entier, évidemment. Avec des matériaux peu durables, comme la brique crue, des choses pareilles, qui posent des problèmes souvent très délicats de conservation. Alors on passe aux problèmes techniques. Je ne vois pas que ces extensions qui sont fondamentales et considérables, qui font introduire les dimensions sociales, les dimensions de transformation économique, doivent nécessairement modifier les concepts
théorique sur ce qu'est une œuvre d'art, la manière de la percevoir, d'en respecter les valeurs principales, je ne vois pas que ça puisse avoir une répercussion quelconque. Je ne vois pas pourquoi. Simplement, c'est beaucoup plus difficile, ça c'est certain, c'est beaucoup plus complexe. Et il s'agit alors de trouver surtout des méthodes d'analyse, des méthodes d'approche, comment disséquer des problèmes aussi complexes. Étudier un centre historique, voir comment il s'est formé, donc quelles sont les lignes de force de la croissance d'une ville, comment cette ville conserve les traces de sa croissance historique, tout en lui laissant la possibilité de nouveaux développements. C'est une question d'équilibre, ou à un moment donné, la restauration ou la conservation doit évidemment faire la place qui lui revient à la création architecturale. Mais on suppose qu'entre-temps, on est arrivé à sensibiliser l'architecte au milieu dans lequel il doit s'insérer. On en parle beaucoup. La question est de voir si vraiment on respecte ces données. Abordons peut-être maintenant d'autres personnalités dont on a en somme déjà parlé de manière plus périphérique. Mais je pense à Paolo et Laura Moura, par exemple, qui n'ont pas fait vraiment l'objet d'une question spécifique. Alors peut-être en quelques mots, dans quelles circonstances vous les avez rencontrés, et puis surtout, je dirais, en quoi leur fréquentation a-t-elle pu contribuer à enrichir votre propre pensée? Mais les circonstances de la rencontre sont les mêmes. C'est mon arrivée à l'Istituto. D'abord, simplement comme étudiant, je l'ai déjà rencontré en 1950, mais surtout à partir du moment où je me suis établi à Rome, une fois que j'étais à l'ICROM. Alors, je rendais visite à l'Istituto régulièrement, et je crois que je vous avoir dit que l'endroit où les Moura travaillaient a pris la place de l'atelier de mon père. Et eux ont pris un peu sa place aussi, disons, puisque mon père était loin à Bruxelles. Donc j'étais alimenté en contact avec les œuvres, avec le travail du restaurateur, qui a toujours été naturel pour moi et fondamental pour alimenter la réflexion, pour avoir un dialogue qui permet de clarifier les idées. Ça s'est établi très très vite. Et d'autant plus que ça se passait sur deux plans très différents, les deux étant extrêmement liés, travaillant toujours ensemble, vivant ensemble du matin au soir, dans le travail et dans la famille. C'est un exemple absolument incroyable de mari et femme qui font le même travail, travaillent ensemble. Et un Américain m'a encore dit il y a quelque temps plus tard qu'il avait fait un retouche en hachure par Laura qui était à un moment donné interrompue. Elle dit à Paolo continue, Paolo continue. Personne ne peut dire où commence Paolo, où finit Laura. Donc c'était comme ça, c'était tellement incorporé, intégré. Et puis à la maison c'était pareil. Quand je suis retourné souvent à Rome, depuis que je suis à la retraite, j'allais chez eux, bien la préparation du repas, la vaisselle, tout le monde ensemble, tout le monde fait ça ensemble, Paolo Laura ensemble, tout le temps, au point que ça se demande comment on peut supporter de vivre ensemble, à ce point imbriqué. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne disputaient jamais, mais c'est incroyable. Fusionnel. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il y avait une répartition du travail exactement, aussi. Exactement, oui. Et puis, entre eux qui était c'est ça, il y avait une disposition de Paolo à l'expérimentation. Alors Paolo faisait les tests, par exemple, testait des nouveaux produits, avec Giorgio Toraca en particulier. Et Laura, c'était la sensibilité épidermique aux matières, aux surfaces. Donc le nettoyage, la retouche, ces choses-là. N'empêche qu'ils pouvaient faire tous les deux choses. On passait de l'un à l'autre sans que personne ne s'en rende compte. Et alors, on parlait toujours avec Laura, parce que c'est Laura qui parlait. En général, on ne disait rien, on écoutait Laura. Tout le monde était autour du chevalet, on écoutait Laura, qui faisait toujours des cours. Qui fait encore toujours des cours, je crois d'ailleurs. On ne peut pas faire autrement, c'est sa façon de parler vraiment. Et Paolo était toujours en retrait. Pour voir Paolo, il fallait se retourner. Paolo était costaud, un peu allemand, comme ça. Et il souriait. Son sourire était une participation. Il ne disait rien.
Il disait jamais rien. S'il y avait un problème, un point sensible qu'il fallait dire quelque chose, il intervenait. En 2 mots, c'est tout. Mais pour affronter tout un public de 50 étudiants, c'est Laura qui commençait à se lancer. Et Pablo restait derrière, souriant, regardant. Très très curieux, voilà, oui. Je disais toujours que Laura, c'était le ministre des Relations extérieures. Exactement, oui, c'est vrai, oui. Et en plus, vous parliez de Paolo. Il y avait aussi une chose, c'était sa myopie qui voilait un peu, justement, et qui le détachait peut-être encore plus. C'est exact, oui. Mais puisqu'on parle de ce couple, je crois que l'œuvre la plus importante qu'ils aient réalisée ensemble, c'est peut-être quand même La Maestà de Duccio. Et bien sûr, il y a Nefertari, il y a tellement de choses. Il y a Assise, c'est difficile de choisir. Enfin, La Maestà de Duccio était un des premiers grands coups, certainement. Il a quand même dirigé le chantier d'Assise, toutes les phases de Giotto, avec une équipe d'une quinzaine de restaurateurs, superviser tout ça de manière à ce que le travail soit uniforme, qu'on ne voit pas où l'un s'arrête, l'autre commence. Fameuse affaire, oui. Et il faisait ça avec le sourire, hein. On n'était pas mené à la cravache avec les morages, tout était toujours décontracté. Et c'est comme ça que moi j'ai eu l'idée de les exploiter, disons, pour faire un cours international qui rejaillissait sur l'Istituto del Restauro, évidemment, puisque c'était lui qui faisait l'essentiel, en profitant de l'hospitalité à Sermoneta, en invitant les étudiants à travailler là, sous leur direction. Ils venaient voir de temps en temps, on bavardait, on avait un repas en commun, etc. Ça avait un côté un petit peu monacal, comme ça, et en même temps étudiant, très agréable. Oui. Une autre personne qui a beaucoup compté pour vous et sur laquelle nous sommes déjà venus à plusieurs reprises, c'est évidemment Johannes Taubert. Oui, bien sûr. Oui. Il y avait un aspect qui était intéressant et que nous avons évoqué dans nos discussions informelles, c'était cette espèce d'aller-retour culturel entre l'IRPA, où il se forme à une méthodologie qu'il perfectionne à Munich, et qui revient après à l'IRPA pour y être intégré. C'est quelque chose d'assez emblématique. Taubert, quand j'ai commencé à le connaître, quand il est arrivé à Bruxelles, il était restaurateur de la galerie de Donaueschingen, dans le sud de l'Allemagne, près de Fribourg, près de Freiburg-in-Breisgau. Et il avait à restaurer 2 grisailles de Grunewald, qui étaient vraiment très importantes, des œuvres découvertes récemment comme partie d'un triptyque ou d'un polyptyque de Grunewald. Et alors en Allemagne, Wolters et d'autres avaient estimé que ce serait bien qu'ils viennent voir comment mon père travaillait les flamands à Bruxelles. Taubert débarque à Bruxelles, ne connaissant pas un mot de français. Évidemment, j'étais à sa disposition pour traduire. Ça fait qu'on était tout de suite en relation très étroite. Et d'autre part, il allait commencer des études d'histoire de l'art. Je ne sais pas à quel moment il a commencé exactement, mais enfin, c'était déjà dans son programme. Il connaissait l'histoire de l'art, les auteurs allemands. On a beaucoup discuté entre nous de Riegel, de Wölfflin, de toutes ces choses-là, en plus des problèmes que lui affrontait. Mon père l'avait mis à la restauration d'une copie du maître de Flémal du XVe siècle. Et à partir de là, il a développé toute une interprétation, une méthode d'interprétation des dessins sous-jacents rendus visibles par les infrarouges, pour démontrer que le tableau qui lui était confié devait être un original, et pas une copie. De manière à établir des critères pour montrer que le tableau est une copie ou pas, ou un original, à partir de l'évolution de sa construction, depuis le premier dessin jusqu'à l'état final. Parce qu'ils ont une composition, une trinité, donc il y avait énormément de versions variables. Et finalement, quand il est rentré en Allemagne, il a fait de ce sujet sa thèse de doctorat. Pas ce tableau-là, mais cette méthode. Cette thèse n'a jamais été publiée, elle le sera finalement maintenant grâce à sa femme qui a repris les manuscrits
et nous avons ensemble cherché l'illustration. Ça va sortir, mais c'est le texte qui est à la base du tout le développement des études sur infrarouge en fait. Mais c'est le texte original avec cette rigueur de pensée qui est la sienne, une observation extrêmement aiguë. Il avait ces expressions toujours dans son français comique. Il faut toujours être très précis. Il disait très précis. Mais vraiment, c'était ça la précision même. Et dans la terminologie aussi, il tenait à être très précis. Alors quand il a eu son diplôme, il a été nommé chef restaurateur aux ateliers de restauration des monuments historiques de Munich, Denkmalpflege. Et là, il avait à traiter quantité de sculptures baroques, évidemment, baroques et rococo. Et se posait immédiatement la question de transposer cette rigueur de méthode qu'on avait acquis dans la peinture, dans tous les domaines, à un domaine qui était extrêmement négligé, la sculpture polychrome. Donc bien souvent, on grattait encore la couleur, enfin, parce que ce n'était pas important, et des choses pareilles. Et de revaloriser la couleur, parce qu'elle avait la fonction, dès l'intention initiale du sculpteur, montrant que c'était prévu depuis le début, montrant quel était le lien étroit entre la sculpture, la préparation d'enduit, et la dorure, et la couleur, et tout ça. Et ça en rapport avec la restauration. Et à ce moment-là, alors, il a formé toute une école à la restauration des sculptures polychromes. C'est finalement ce monde des sculptures polychromes qui a été repris aussi à l'IRPA lorsque Kurmans a nommé Agnès Balestrem qui travaillait à Bonn et qui avait été formée par un collègue de Taubert qui travaillait à Bonn lui aussi, Willemsen, mort malheureusement assez jeune, tous les deux morts du cancer, vers les 50 ans, deux pertes très graves. Et Agnès est venue constituer l'atelier des sculptures à Bruxelles, après quoi, après pas mal d'années à Bruxelles, finalement elle est retournée à Bonn pour la restauration, pour le Denkmalpflege de Bonn, et puis elle a pris la direction, on lui a offert la direction de l'Institut de restauration à Amsterdam. Donc vous voyez, il y a tout des liens comme ça qui se sont faits, et finalement il y a un lien méthodologique ininterrompu entre la Belgique, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, qui est assez intéressant à suivre en fait. Tout à fait. Qui montre une unité de pensée fondamentale. Alors petit à petit, à partir de Bruxelles, les Français ont regardé vers la Belgique comme intermédiaire pour regarder vers l'Allemagne en fait. Et pas Agnès Balestrem, mais la personne qui lui a succédé, Myriam Zerk, a eu pas mal d'élèves français, elle est allée beaucoup en France, puis a été invitée à faire des cours à Paris. Enfin, donc finalement l'école en France vient aussi de Taubert par toute cette filière. Mais Taubert était aussi quelqu'un de préoccupé par bien connaître l'objet qu'il a sous la main qu'il veut restaurer. Et quand il s'occupait avec ses retables, je crois que nous avons été interrompus au moment où je parlais de cette question-là à un autre moment, sa grande question c'était « Was ist das ein Altarbild ?» Qu'est-ce que c'est ça, une image autel? C'est justement ce complexe qu'il voulait analyser, comprendre, ce qui était à sa façon la question que posait Brandy, de reconnaître l'œuvre d'art dans toutes ses dimensions finalement. C'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Exactement, oui, c'est ça. Une autre personnalité qu'on a évoquée de manière un peu périphérique et qui revient périodiquement dans vos souvenirs et dans l'analyse des concepts, c'est Argan. Oui. Alors, à nouveau, je dirais, dans quelles circonstances avez-vous été amené à rencontrer Argan? Argan, c'est quelqu'un que j'ai connu plus tard surtout, et moi de moins près, disons, bien que je me suis adressé à Argan lorsque j'ai eu à publier. Et
J'avais un texte sur la peinture flamande du XVe siècle. J'avais parlé de ça à Bruxelles d'abord. Et un collègue plus ancien, M. Delvoye, en fait, vous connaissez, m'avait dit, mais pourquoi vous n'essayez pas en Italie? Il publie tellement en Italie, ça doit finalement être plus facile pour vous de publier en Italie. On va toujours essayer. Et Argan était membre du conseil scientifique de l'Institut de l'Astor. Il l'avait rencontré occasionnellement avec Brandi de ce fait. Alors je me suis adressé à lui, je lui ai soumis ce texte, ce manuscrit, en français qu'il a lu, et puis il a demandé un petit délai. Il l'a envoyé à Einaudi, et quelque temps après, je recevais un petit papier. C'est entendu, nous allons publier ça chez Einaudi dans la collection des Saggi, traduit par ma fille. Voilà. Alors j'étais évidemment en contact assez régulier avec lui, avec sa fille qui traduisait mon texte. Comme elle m'a écrit plus tard, sotto l'occhio vigile di mio padre. Oui, je lui ai surveillé un petit peu, oui. Et sur le plan de votre réflexion d'historien d'art, de théoricien de la restauration, la lecture des écrits d'Argan essentiellement. Qu'est-ce qu'il vous a apporté de ce point de vue-là? L'intérêt d'Argan, c'était un espèce de complémentaire de Brandi, parce que c'était la dimension sociale de l'histoire de l'art qui intervenait. Argan était marxiste, en fait. Mais à différence du marxisme tel qu'on le connaît habituellement, pour lui, l'œuvre d'art n'était pas le reflet de la civilisation qui l'entoure. L'artiste n'était pas un reflet de ce qu'il y a autour de lui, c'était pas ça. L'artiste est un travailleur, un créateur, et il crée des valeurs, il contribue à créer des valeurs dans un contexte, et donc il contribue à créer ce contexte aussi. Donc il renversait tout à fait la situation, remettait, parce que finalement le plus marxiste des Italiens à l'époque était toujours Crocien quelque part finalement, et c'est ça qui revenait. Même chez Argan, c'était clair. L'artiste comme créateur, mais comme producteur, comme ouvrier au sens marxiste en fait, comme producteur, à partir d'un contexte social. Et ça complétait très bien Brandi. C'est un aspect qui n'a jamais intéressé Brandi, évidemment. Bien qu'il ait été marxiste lui aussi. Je ne crois pas, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment quelles étaient les opinions de Brandi sur ce point-là, je ne sais pas. Tous les deux étaient antifascistes, mais je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, ils ont eu ensemble le prix de l'Académie dei Lincei pour la critique d'art, et ils étaient considérés un peu comme les Castor et Pollux de la critique à ce moment-là, enfin les deux maîtres complémentaires. Mais Argan, sa pensée, c'est essentiellement en lisant ses écrits que j'ai connus. D'autre part, comme directeur de l'ICROM, j'ai été appelé une fois à lui demander de faire une conférence dans le cadre d'une assemblée générale, ce qui a fort surpris tout le monde, ça m'a fait un grand plaisir d'avoir une conférence d'Argan pour un public international, c'était pas mal quand même. Et après que j'ai quitté l'ICROM, je suis resté en contact avec Argan, de temps en temps je lui envoyais quelque chose. Quand j'ai traduit les Due Vie de Brandi, je l'ai envoyé à Argan. Puis j'allais le voir, il ne sortait plus de chez lui, à ce moment il était très âgé déjà, il ne sortait presque plus. Et il était toujours très bien reçu, bavardait un petit peu, faire un petit tour d'horizon, ça, presque jusqu'à l'année de sa mort, je pensais aller le voir, et puis justement je l'ai appris à ce moment-là. Ce qui est étonnant dans la carrière d'Argan, c'est cette parenthèse politique. Il a été maire de Rome. Oui. Ah, mais il était très engagé, très engagé, oui. Il était indépendant sur la liste communiste. Et au moment où on l'a appelé, il avait des problèmes cardiaques. Il avait un pacemaker. Il a quand même accepté. Et c'est lui qui a lancé les études, les premières études sur les monuments dans Rome, en fait. Il a créé comment est-ce qu'on a appelé ça?
la passeggiata archéologique. Oui. Et puis il a créé une fonction spéciale dans le conseil communal, s'occupant des monuments anciens. Comment ça s'appelle encore? Quelle est la terminologie en Italie pour ça? C'est... Une sorte d'inspecteur ou... Non, c'est pas inspecteur, c'est vraiment une place politique, Assessore à la culture, assessore à l'architecture, une chose de ce genre. Enfin, quelqu'un qui avait pour fonction d'identifier les sites anciens dont il fallait faire attention, de bien les conserver pour conserver la population qui y vivait encore. Le long du Tibre, des endroits comme ça. C'est très intéressant ces idées-là, des choses pareilles. Et alors, les premières études scientifiques sur les monuments de Rome, il a lancé tout ça, entre autres. Et alors, quand il était dans des réunions, il s'est laissé un peu aller, il racontait plus tard ses aventures comme maire de Rome, c'était d'un pittoresque étonnant. Les réceptions à l'église. Je ne sais plus à quelles circonstances, il devait assister à une messe. Et il se demandait bien comment ça se passait, parce qu'il était bien décidé à ne pas s'asseoir, à ne pas se mettre à genoux plutôt. Et alors, le curé, où c'était l'évêque, plutôt, c'était à Saint-Jean-de-Latran, l'évêque à un moment donné a dit que tout le monde restait debout. Alors lui, tout seul était debout aussi, il n'y a pas de problème. Il dit, ces gens sont extraordinaires, leur sens de la cérémonie, de arranger les choses. Il était plein d'admiration pour cet évêque qui avait eu cette finesse. Il dit, en tout cas, moi, je ne me mets pas à genoux, il n'en est pas question, même si je suis le seul debout, c'était garanti. Le maire de Rome serait debout dans Saint-Jean-de-Latran tout seul. Mais ça ne s'est pas produit, et ça s'est passé très bien. Don Camillo Beppone. Peut-on dire, est-ce que d'une certaine manière, la pensée d'Argan aurait contribué à affiner, apporter un élément supplémentaire à votre pensée sur la restauration? Ou bien c'est essentiellement comme historien d'art, je dirais qu'il a... Non, il faut dire que l'idée même de créer l'Istituto del Restauro et le schéma de l'Istituto del Restauro est dû à un rapport d'Argan. Argan qui était surintendant, comme Brandi aussi avant, et qui était surintendant, je crois, à Modène ou quelque chose comme ça, avait fait un rapport là-dessus. Le grand problème de quelques surintendants intéressés, c'était à ce moment-là la récupération des œuvres parties en Allemagne. Ça, c'était le grand problème. Et d'autre part, de lutter contre une restauration artisanale vraiment pas assez rigoureuse. Et c'est un projet d'Argan qui a été réalisé sous forme d'Istituto del Restauro. On a proposé la direction à Argan, qui a refusé, a dit Brandi est plus qualifié que moi pour faire ça. Parce que Brandi, à ce moment-là, avait fait une de ses premières choses, c'était le catalogue critique de la Galerie nationale de Sienne. Et pour Argan, c'était plus important que ce que lui avait fait, qui était un travail sur Sebastiano Serlio, sur la théorie de l'architecture. Et il faut quelqu'un qui connaît la critique du texte, c'est ça. Au cours de vos années romaines, vous avez côtoyé également Giovanni Urbani. Oui. Qui a été directeur de l'Istituto Centrale del Restauro de 1973 à 1983. Oui. Et quelles ont été vos relations professionnelles avec Giovanni Urbani? On avait des relations très amicales, mais le type de projet qui intéressait Urbani n'était pas tellement celui qui m'intéressait moi. Et à ce moment-là, j'étais tout à fait embarqué avec les Mora dans les questions de peinture murale, la rédaction de ce livre et tout ça, de sorte que je n'ai pas vraiment collaboré à un projet particulier avec Urbani, si ce n'est que c'est à Urbani qu'on doit d'avoir eu l'accès du site de Sermoneta et de Ninfa. Parce qu'il avait des relations avec ces gens, et c'est lui qui a servi d'intermédiaire pour nous faire accepter dans ces milieux-là. Vous n'avez pas suivi en particulier, même de loin, cette discussion qui a entouré la création du piano pilota per la conservazione programmata dei beni culturali dell'Umbria,
Non, je venais de quitter Rome déjà à ce moment-là. D'accord. Oui. C'était une approche très novatrice pour l'époque, mais qui a été vouée aux gémonies très rapidement par le pouvoir politique. Pour être reprise récemment, mais sous une autre forme, avec la carte de Rischia. Il y a une période terrible où la régionalisation de l'Italie a mis un tas de gens contre l'Istituto, parce que la centralisation de l'Istituto était mal vue pendant tout un temps. La rivalité avec Florence a toujours existé, ça n'était pas une nouveauté. Mais en plus de ça, il y avait la régionalisation. Chacun voulait son petit centre de restauration. Giovanni Urbani a beaucoup souffert de cette situation. Giovanni a beaucoup souffert. Il est parti aigri, dégoûté. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, il en avait absolument marre. Revenons en Belgique, si vous le voulez bien, à travers la personnalité de Raymond Lemaire, que nous avons également évoquée de manière parfois périphérique ou plus centrale à propos de la Charte de Venise. Mais malgré tout, que pensez-vous de l'apport de Raymond Lemaire à la cause de la conservation du patrimoine? Mais Lemaire était un personnage très important, parce que il est à l'origine, avec Gazzola, de la création de l'ICOMOS. Ils ont été, pendant tout un temps, l'un président, l'autre secrétaire général. Ce titre n'avait pas beaucoup d'importance. C'était aussi un Castor et Pollux, ces deux-là, qui s'entendaient très bien et qui se complétaient très bien. Gazzola étant beaucoup plus intuitif et saisissant les nuances des situations, et Lemaire ayant cette capacité de clarification cartésienne qui lui est propre, et qui pouvait improviser et parler sur n'importe quoi d'une manière très séduisante, très agréable. Quelqu'un qui parlait bien, comme on dit, dans tous les sens du terme. Ça prêtait aussi le flanc à certaines critiques, évidemment, mais qui a été extrêmement actif dans le milieu, qui a créé l'ICOMOS et dans la vie, toute la vie de l'ICOMOS. C'est la grande œuvre de Lemaire. Je dois dire par contre qu'en tant que directeur de l'ICROM, nous étions en position de compétition permanente pratiquement. C'est ça qu'Ourmans avait senti dès le départ. Au moment de la création de l'ICOMOS, Ourmans m'avait déjà dit attention, ça c'est une concurrence dangereuse pour l'ICROM. Il m'a déjà dit. Effectivement, nous avions créé ces cours pour architectes. Lemaire n'a eu rien de plus pressé que d'en créer d'autres qu'il a accroché à l'université de Louvain. Non, d'abord à Bruges. Au Collège de l'Europe. Au Collège de l'Europe à Bruges, et puis à l'université de Louvain. Où il faisait en fait strictement la même chose. Mais bon, avec toutes sortes de pirouettes à lui. Bon. En fait, il a un peu volé l'idée, quoi. Ça, c'est clair. C'était du Lemaire tout pur, ça. C'est pas tout à fait par hasard que c'est un élève des Jésuites, disons. Ça, je le connais bien, je le connaissais assez bien, mais je le craignais beaucoup parce que c'était le type qui se rendait brusquement indisponible, puis qui brusquement apparaissait, suivant que ça l'arrangeait ou pas. Mais quand on voulait compter sur lui, c'était pas du tout sûr. Ouais. C'est un grand voyageur qu'on retrouvait partout dans le monde. Il rencontrait des émirs, des chefs d'État. Ah, sûrement. Il aimait beaucoup cet aspect officiel. Cet aspect officiel, oui. Mais un homme très documenté, très informé, qui présente très bien, très affable, très élégant, un beau garçon, ça aussi, avec un regard assez pétillant. Là. Ouais. Bien, vous avez évoqué effectivement Raymond Lemaire et Piero Gazzola comme Castor et Pollux. On pourrait peut-être dire quelques mots du Pollux, justement, de Piero Gazzola, pour terminer cette liste de rencontres avec des personnalités. C'était un homme charmant qui faisait tout le temps la navette entre Vérone et Rome. Il passait sa vie dans le train, je crois, Gazzola. Il était surintendant des monuments à Vérone. Et juste après la guerre, il avait fait dirigé la restauration du Ponte Vecchio, ou du Castelvecchio et du pont de Vérone, qui était une restauration tout à fait remarquable. Ils avaient repêché dans la Dige, je crois que c'est la Dige, là, non, toutes les briques du pont, de manière à faire, dans la mesure du possible, une astylose, en fait, avec des briques,
Donc c'était vraiment le plus proche possible d'une reconstruction avec les éléments originaux, complétés alors pour que l'ensemble s'intègre dans le circuit urbain. C'était une très belle restauration qui l'a rendu très célèbre en Italie. Et d'autre part, il a été nommé représentant du gouvernement italien auprès du conseil de l'ICROM. Donc il représentait le gouvernement italien à l'intérieur chez nous, donc on avait tous les contacts avec lui. C'était l'époque aussi des missions UNESCO en Égypte, avant les projets pour le barrage d'Assouan. Gazola avait beaucoup à dire là-dedans, il avait son propre projet d'ailleurs, son idée était de ne pas scier en pièces le temple d'Abou Simbel comme on l'a fait finalement, mais de le soulever d'une pièce avec des vérins. Je ne suis pas ingénieur pour savoir si c'était possible, enfin, il était persuadé que c'était la meilleure solution, comme ça il n'y avait pas de fissure, enfin, c'était monolithique qui était soulevé. C'était idéalement le meilleur système, évidemment, enfin. En tout cas, il est très impliqué dans ces choses-là, à l'UNESCO aussi. Et je veux dire, j'ai toujours eu de la part de Gazola un soutien très amical aussi. Il n'y a rien des restrictions que je fais par rapport à le maire ne vaut pour Gazola. Ils étaient tous les deux l'ICOMOS, mais Gazola c'était un autre ICOMOS que celui de maire. Ça c'est certain.